Regardez les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez les choses sans observateur personnel qui vient interférer dans le regard. Vous regardez le monde à partir de l'œil de Dieu. Maître Eckhart, peut-être, je sais que certains ici le connaissent, peut-être d'autres pas, c'est un grand théologien qui a écrit un des plus beaux poèmes mystiques, Le grain de sénévé, au XIIIe siècle. Il disait: l'œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit est un seul et même œil, une seule et même vision, une seule et même connaissance, un seul et même amour. Alors, si vous avez les yeux fermés, vous allez éprouver votre être en tant qu'une sorte de présence indéfinie dans laquelle apparaissent les pensées, les sensations, toutes les perceptions sauf les couleurs. Quand vous ouvrez les yeux, et là je vous invite à les ouvrir aussi, parce que finalement on vit quand même, en tout cas dans l'état de veille, a priori les yeux ouverts. Et c'est ça un peu la difficulté. Souvent on médite les yeux fermés, puis après on ouvre les yeux et on dit ah, il faut se confronter au monde. mais en réalité, la présence que vous ressentez quand les yeux sont fermés, est-ce qu'en ouvrant les yeux, est-ce que la présence se referme? Est-ce que la vision là, repointée s'il vous plaît, à 40 cm, pointée vers ce à partir de quoi les couleurs sont perçues, est-ce que dans votre expérience directe, cet espace s'est refermé? Donc, certes, il y a plein d'objets qui apparaissent dans cet espace, hein, mais d'accord. Mais est-ce que les objets qui sont perçus ont la capacité de vous faire oublier l'espace à partir duquel ils sont perçus maintenant? Est-ce qu'il y a un objet là dans la pièce qui pourrait, qui est gênant pour réaliser qu'il est perçu à partir de l'espace? Est-ce qu'il y a un objet qui est particulier? Vous voyez que cet espace, il est pur accueil pour tout ce qui est là. Mais c'est pas parce que le monde est plein que le vide à partir duquel il est perçu ne peut pas être pressenti en vous. Donc vous pouvez pressentir qu'il y a que ce que vous êtes réellement ne peut jamais être blessé, ne peut jamais souffrir. Parce que cet espace-là, les perceptions visuelles, auditives, sensorielles, gustatives et même sensorielles, ainsi que la pensée, est-ce qu'ils peuvent laisser une trace dans cet espace? Quelle est votre expérience? Là, vraiment. Je vous demande d'être radical, hein. Est-ce que cet espace à partir duquel vous percevez le monde et que vous êtes, qui êtes-vous sinon cela qui perçoit? Qui êtes-vous sinon ce regard, cette perception nue, innocente, qui dit oui à tout ce qui est? Est-ce que cet espace-là peut être blessé? Quelle est votre expérience? Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de voir. C'est hors de portée, en fait. C'est hors de portée. Ouais. Est-ce que ça appartient au temps? Le temps, c'est quoi le temps? Le temps, c'est un concept pour mesurer le changement. On constate les saisons. On est en plein dans l'automne, c'est beau l'automne.
plein de couleurs. Je ne sais pas si vous vous êtes promené en ce moment. Ça commence. Ça jaunit, à rougir, à s'oranger. Et puis après, évidemment, il y a l'hiver, le printemps, etc. Donc, percevant tout ceci, les hommes, ils ont construit une mesure, ils ont mesuré le temps. Mais est-ce que cet espace est concerné? Est-ce qu'on peut le mesurer, cet espace? Si vous deviez le mesurer, on peut mesurer les yeux. Mais est-ce que si vous deviez le mesurer, je ne sais pas, ce serait grand comment cet espace-là? Moi, regardez, moi si je devais le mesurer, je suis obligé de faire ça. Et tout d'un coup, regardez, vous pouvez le faire. Vous prenez vos bras, il y a un grand moine zen, je ne me souviens plus de son nom, qui à un moment donné a raconté qu'il allait, un disciple lui demande comme ça, maître, quel est le véritable secret du zen? Vous savez, dans le zen, on passe beaucoup de temps à être assis en silence. Avant de pouvoir s'asseoir en silence, en zazen, on est envoyé dans la cuisine, faire des travaux, dans le jardin. Puis quand le maître juge qu'on a vraiment été présent à la cuisine, qu'on a bien nettoyé pendant des années, là on peut commencer à s'asseoir avec les novices, etc. Puis, pas dire un mot. C'est assez radical comme voix. Et donc, s'ouvre au maître et demande, quelle est l'essence du zen? Alors il dit, ce soir je vais vous le révéler au zazen. Alors les bruits, le bruit court que le maître va enfin révéler le secret du zen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met debout sur l'estrade à la fin de la méditation. Donc il va délivrer le message essentiel du zen, ce pourquoi ils sont là, ils ont engagé leur vie. Et qu'est-ce qu'il fait? En silence, il se met debout et il fait ce geste. Et c'est tout. Alors je vous invite à le faire. Parce qu'ici, moi ce que j'aime, c'est que vous fassiez les choses pour vous-même, que vous les viviez. Qu'est-ce que ça veut dire ce geste? En général, on est en vision tunnel. Ça, c'est Jean-Luc là-bas, je le vois Jean-Luc, je vois Anne-Marie, je vois Orly, salut les amis. Donc on est en vision tunnel pourquoi? Parce que là, j'ai une table devant moi, j'ai l'iPad et j'ai Olivier par exemple. Et en fait, on va étiqueter les choses. On va dire chaise, machin, truc. Donc en fait, on vit avec une vue qu'on appelle une perception vue en tunnel. Hein, comme les gens qui snipers. Hein, voilà. On est des tueurs en série, quoi. En fait, on tue en permanence, on tue les objets. Parce qu'on les étiquette. Ça sert à quoi? C'est une chaise, ça sert à s'asseoir. On n'a pas découvert. Une chaise peut nous ramener à une expérience. Moi, j'ai vécu une expérience mystique avec une chaise. C'est aussi avec tout. Parce que dès que vous regardez vraiment, la sensation d'être un observateur disparaît et il y a une magie qui apparaît. Donc en général, on est comme ça. Regardez, le monde est comme ça. Hein, on voit le monde comme ça. Donc maintenant, je vous demande d'ouvrir très doucement. Alors on va le faire très doucement. Vous êtes en tunnel, vision tunnel, comme ça. Donc voilà, vous mettez bien les mains comme ça. Ça ne sert à rien de me regarder faire si vous ne le faites pas. C'est vraiment de la pratique. Donc vous tendez les mains devant vous, vous tenez un bout d'espace de 10, 15, 20 cm devant vous. Et puis vous allez ouvrir les bras en gardant en conscience les deux mains, très doucement. Voilà, mettez-vous debout, c'est bien, c'est bien. Voilà. Dori, je sens que... Et tu lâches pas des yeux, du regard, les deux mains. Et à l'extrême droite, l'extrême gauche, on voit encore les deux mains. Ils sont encore là, ils sont encore là, ils sont encore là. Et tout d'un coup, paf, ils disparaissent. Et là, au moment où les bras disparaissent, hein, se révèle quoi? Une présence impersonnelle. Au début, il y a vous.
Il y a moi qui pense, et puis je suis les deux mains, le regard s'ouvre, je suis les deux mains, et tout d'un coup, paf, c'est ouvert complètement là, à l'extrémité, à 180 degrés, je vois le monde. Et le monde, tout d'un coup, paf, je perds une tête, comme disait Douglas Harding, parce que tous ces exercices-là, très concrets, viennent de Douglas Harding, de la voie de la vision sans tête. Je perds une tête, et je gagne un monde. Vous ne sentez pas tout d'un coup comme ça se spacifie là? Et le seul truc, c'est que tout de suite, on va vouloir le comprendre. Donc, en fait, de façon pernicieuse, hop, on revient en vision tunnel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, commencer à dire, ah oui, là, maintenant, je suis rentré dans la vision tunnel, et pourquoi, et patati, patata. Non, non. On ne va pas par là. On ne prend pas le chemin du patati et patata. On laisse ça aux psychologues, aux philosophes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est reparti dans patati et patata. Et bien, ok, très bien, on le constate. Et on rouvre. Ah, voilà. Et là, voilà, l'espace est là. Oui. Dis-moi. Je pourrais te poser une question? Ah bah oui. Ok. Alors là, on est en train de faire l'exercice. Je suis très content parce que j'ai bien ressenti un espace, parce que en fait, je me suis rendu compte que lorsque je le faisais tout seul, jusqu'à présent, je ne regardais pas les deux. Je lâchais les deux mains. Ah oui. Je regardais les deux mains. Et là, je l'ai fait avec ton instruction en vraiment gardant les deux mains. Et effectivement, bah, voilà, j'ai senti que l'espace s'ouvrait grand devant moi. Exactement. Tu sais, juste, je voudrais rajouter quelque chose, après je te laisse reposer ta question. Pourquoi c'est si important de voir disparaître? Parce que ça représente quoi? Ça représente des limites, exactement. Ma vision limitée, c'est Dan qui voit. Alors Dan, évidemment, il a des préférences, il aime ceci, cela, il a une certaine sexualité, il a une certaine histoire, il aime plutôt Mozart que Bach, ou Bach que Beethoven, voilà, c'est comme ça. Au moment où vous voyez disparaître finalement Dan, votre personnalité, c'est là que naît la présence. C'est très important de voir le moment, d'être vigilant jusqu'au moment où vous disparaissez. Et c'est pareil quand on suit une émotion. Il y a une émotion, il y a la tristesse qui est là, qui vous prend. Alors évidemment, ça, paf, il y a des larmes peut-être, il y a de la chaleur, ça part dans tous les sens comme une profonde tristesse, un désespoir, et ça part en feu d'artifice. Et vous continuez à suivre les feux d'artifice. Jusqu'au dernier feu d'artifice. Et là, ce qui vous est révélé, c'est la présence. De la même façon, si vous suivez une pensée, vous écoutez la pensée, et à un moment donné, elle se dissout, et c'est en vous qu'elle se dissout. Comme une boucle en fait qui revient toujours. C'est ça. Et donc à un moment donné, vous avez l'intuition que tout sort de moi, et tout naît de moi. Moi, pas moi, Dan, hein. Ça c'est le pouvoir. Mais de moi sans forme. Ça c'est l'amour. Ça sort de moi et ça revient en moi. À un moment donné, vous pouvez avoir cette intuition que tout est vous. Puisque tout apparaît dans ce rien. Comme les mains, là, disparaissent. Vous les voyez jusqu'au bout, et c'est au moment même où vous disparaissez que la présence se manifeste. Vous ne pouvez pas à la fois être là en tant que Jacqueline, que Doris, que Sarah, et être là en tant que Dieu, se reconnaissant lui-même. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous voyez un serpent, soit vous voyez une corde. Quand vous avez reconnu dans le serpent la corde, voilà, même si la lune repart derrière les nuages et qu'à nouveau il semble que ce soit un serpent, vous n'avez plus peur parce que vous savez. Là,
vous voyez que cet espace est là. Vous le reconnaissez. Il y a juste à reconnaître quoi, que c'est vous. Donc, ce que je voulais dire, Jean-Luc, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu disais que avant, tu ne faisais pas attention à regarder les deux mains disparaître. À ne pas les lâcher. Voilà. Et la méditation, c'est quoi? C'est laisser disparaître dans le soi tout. Les couleurs, comme on le fait dans la vision sans tête, puisque c'est une voie par la vision essentiellement, mais pas seulement. Et dans la méditation, on laisse apparaître et disparaître les pensées. Ou les sensations. Moi, j'aime beaucoup faire partager les émotions aussi. C'est très important, les émotions. Parce que les émotions, aussi, lorsqu'on les laisse se déployer dans l'espace, monter les larmes, monter ce qu'on veut, la colère, la tristesse, la jalousie, l'avidité, la culpabilité. C'est une sensation, en fait, qui s'exprime. Et lorsqu'on suit la sensation jusqu'au bout, paf, elle nous révèle le silence à nouveau. C'est pour ça que c'est très important dans cet exercice, merci Jean-Luc, que vous regardiez les deux mains ensemble disparaître. Il y a une autre façon de le faire, mais je vous le dirai tout à l'heure. Ta question c'était donc, Jean-Luc? Alors, oui, donc en faisant ce geste, finalement, j'en arrive à effectivement avoir vraiment la sensation que je suis tout. La sensation que tu es tout, oui. Voilà. Alors que une minute avant de faire l'exercice, je me dis mais j'ai un problème parce que non, je vois pas que je suis tout, je vois qu'il y a Jean-Luc et puis je vois qu'il y a les objets. Je n'arrivais pas à me dépêtrer de ça. Oui, tu ne peux pas voir tant que tu te prends pour Jean-Luc, c'est pas possible. Ouais. Et la grande souffrance des gens qui vont en satsang, c'est d'entendre un message d'unité et de ne pas pouvoir le vivre. C'est horrible. Quelqu'un est là, il est en train de vous raconter combien c'est merveilleux de voir l'unité, et puis vous êtes là, je vois rien. C'est normal. C'est normal, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une instruction, pas seulement une parole intellectuelle vous désignant un vécu, il faut que vous viviez pour vous-même la disparition. Et donc là, tu as vraiment vu que la pièce apparaissait en toi. Exactement. Alors, sauf que le mental a pris le dessus et puis a commencé à dire, tiens, mais ça, finalement, c'est une vision impersonnelle. Oui. Bon. Et, c'est deuxième le mot. question, bien sûr. Oui, c'est un mot parmi d'autres que le mental met dessus. Voilà, c'est trop bien, c'est qu'il a étiqueté ça. Oui, c'est-à-dire vision impersonnelle, ou amour, ou Dieu, ou le soi. Et automatiquement, il s'est demandé, ce mental, mais comment fonctionner dans la vie de tous les jours avec une vision impersonnelle. Oui. Voilà. Donc c'est ma question. Eh bien, c'est la vraie réponse à ça, c'est de te permettre dans l'instant de voir que cette question qui surgit à propos de la possibilité de vivre dans le quotidien à partir de cet espace impersonnel, de sentir ce que génère cette question, parce que j'imagine que si elle vient, toute question profonde en satsang vient d'un désaccord, d'un sentiment de lacune, de manque. Donc ce que je t'invite maintenant, c'est de sentir ce manque, profondément cette question, et ce n'est pas seulement une question intellectuelle, c'est une question profonde que tu poses. Donc il y a une peur derrière ça. Ou une sensation en tout cas désagréable, ou une sensation, tu vois, qui n'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je la sens dans les tripes. Là. Voilà. Donc, c'est maintenant, je t'invite à laisser s'effleurir dans l'espace cette sensation-là qui est liée à la question comment je vais vivre à partir de l'éveil. Sans ce que ça fait dans le ventre, dans la poitrine, dans le cœur, dans la gorge, dans le front, dans la mâchoire, sans ce que ça fait. Parce que ça fait quelque chose quand vous posez une question ici. Cette question, elle vient d'un sentiment d'inadéquation, de désaccord. Ça chante faux. C'est une souffrance, ça. Il faut la reconnaître. Et la sentir.
Donc tu la laisses se déployer, cet espace qui est libre de ce qui en elle se déploie. Tu laisses se déployer vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à gauche, à droite. Se déployer cette sensation qui était comme contenue comme un ressort sur lequel on aurait appuyé. Tout d'un coup, là, on lâche la pensée, on lâche la croyance, donc le ressort se détend. Et naturellement, l'émotion a vocation à se déployer, à éclore finalement, éclore en conscience. C'est le moment. Donc, tu permets, voilà, avec une attention absolument dénuée d'affect, dénuée de préférence, tu vois se déployer, tu sens se déployer en toi et en tant que toi cette émotion. Voilà. Et au moment où les derniers soubresauts, les derniers feux d'artifice de cette émotion se résorbent dans le silence, c'est l'occasion d'une auto-révélation, de révéler que tu es l'espace.